Pascal Gadin. Oui, nous n'avions pas prévu de parler de la grève de la SNCF, mais je vois que c'est un sujet qui passionne la gauche. Je rappelle simplement aux différents groupes de gauche qu'ils ont voté pour Emmanuel Macron et que par conséquent, il doit y avoir chez eux une part de masochisme. Quant à M. Touzeau, j'ai l'impression qu'au moment de l'apparition du chemin de fer, il aurait représenté le syndicat des cochers. Je voulais simplement vous dire que le chemin de fer recule comme moyen de transport dans tous les pays du monde, quel que soit le statut et les gouvernements, pour des raisons d'évolution du progrès technique et particulièrement du développement de l'automobile et de l'automobile individuelle, et ceci dans toutes les sociétés au fur et à mesure qu'elles atteignent un certain degré de développement. Donc il est logique qu'il y ait moins de trains aujourd'hui qu'il n'y en avait en 1880. Donc non, il y en a nécessairement moins, il y a des lignes qui ne sont pas rentables. Vous nous dites la SNCF est un service public, un bien commun. La dette aussi est un bien commun des Français. Vous savez à quel montant elle s'élève. Vous savez également que le statut des cheminots dont vous nous parlez est fondé sur des considérations techniques archaïques, avec un départ à la retraite qui est en moyenne nettement plus bas que la plupart des fonctionnaires français ou des agents des services publics ou des salariés du privé. Vous savez peut-être aussi qu'il y a 60% de retraités de la SNCF pour 40% d'actifs. Vous devez savoir donc qu'il y a un problème, que les gouvernements de droite et de gauche jusqu'à présent ont refusé de le prendre en compte, laissant la dette se creuser, mais ce sont les générations futures qui paieront. Par conséquent, je dois dire que votre passion à défendre un statut qui a été le vôtre est touchante, mais je ne suis pas certain qu'elle corresponde à la réalité et aux attentes des Français. Voilà, donc ceci posé, nous allons passer à quelque chose de plus intéressant et plus porteur d'avenir, qui est celui de l'emploi, du plan emploi. Il nous semble, nous, sans rentrer dans le détail de toutes les mesures que vous proposez et que nous aurons l'occasion d'examiner au fil des années qui viennent, durant ce mandat, qu'il y a une considération qui n'a pas été prise en compte, qui est celle du monde de l'entreprise. Le fait que les entreprises françaises, et particulièrement les PME, PMI, qui sont celles qui créent de l'emploi, sont victimes en France de la lourdeur des charges et de la fiscalité, et que c'est l'un des principaux obstacles auxquels elles se heurtent, et ceci accompagné évidemment d'un droit du travail qui souvent est archaïque, ou de privation de liberté qu'ont les entreprises étrangères dans le cadre enfin, pour ce qui concerne nos partenaires européens, particulièrement dans le domaine de la formation. Et il me semble que tout cela n'est pas très clairement abordé dans ce plan emploi. Je prends par exemple le cas des entreprises agricoles de notre région qui représentent quelque chose d'important, particulièrement dans nos territoires. Il est certain que la PAC est une politique que nous combattons, qui nous semble aberrante, mais il y a aussi un phénomène, les entreprises agricoles françaises, par exemple, paient 20% de plus d'impôts et de charges que leurs homologues étrangères, ce qui explique très certainement une partie de la crise agricole française, alors que dans le même cadre, les entreprises étrangères parviennent à économiquement survivre. Et il en est de même pour tous les types d'activités, d'ailleurs, dans notre région. Un des gros problèmes de la mort, par exemple, des territoires, c'est le fait que les entreprises commerciales, les entreprises artisanales, ont beaucoup de mal à survivre lors des successions, lors des départs à la retraite. C'est tout le problème des reprises. Et ce sont là des choses que vous semblez ignorer. C'est-à-dire, au fur et à mesure que vous dépensez 800 millions pour l'emploi, vous faites payer aux Ligériens et aux entreprises particulièrement 800 millions d'impôts et de charges. Et les entreprises sont particulièrement impactées par ces paiements. Autrement dit, au fur et à mesure que vous dépensez 1 centime pour l'emploi ou 1 euro pour l'emploi, en même temps, vous privez les entreprises des moyens de leur développement. Et il me semble que vous êtes dans ce sens, dans une logique étatique qui correspond peu, Madame la Présidente, aux engagements que vous avez pris ou que votre majorité a pris lors de la dernière campagne électorale. Il faut être logique. On ne crée pas de l'emploi avec de l'argent public. On crée de l'emploi en laissant les entreprises
les moyens, en leur laissant les moyens de leur développement. Et il me semble que c'est un aspect que vous ignorez totalement. Et d'une certaine façon, vous êtes en ce sens-là plus proche des politiques traditionnelles socialisantes de la Ve République que de la société de liberté que nous promettait M. Fillon, par exemple, durant sa campagne électorale. J'en veux pour preuve d'ailleurs la politique de subvention qui fait partie des délibérations. Nous avons le cas par exemple des œufs Gélin impliqués dans 2 scandales et qui avaient reçu une subvention de l'argent public, certes par le biais du FEADER, mais le FEADER est alimenté par les impôts des Français, pour 113 000 €, 833, etc. Or, le scandale sanitaire n'a pas été accompagné de mesures de récupération de cet argent. Il en est de même pour la société Michelin à Cholet, qui a reçu des sommes beaucoup plus importantes, sans aucune contrepartie, sans aucune obligation, et qui maintenant s'attaque à l'emploi ou décide peut-être de fermer ce site après avoir reçu de l'argent public des Ligériennes et des Ligériens. Je vois aussi comme exemple quelque chose d'absolument grotesque, c'est le projet de création ou d'extension d'une microbrasserie en Vendée pour le montant de 390 000 € d'argent public pour apparemment créer un emploi. Alors évidemment, si vous dépensez 800 millions pour vous avez parlé tout à l'heure d'usine à gaz, Madame la Présidente, il est certain qu'il y a aussi peut-être là les moyens de faire baisser la fiscalité. Je tiens à vous dire, et nous l'avons toujours dit, que sans baisse de la fiscalité, tout d'abord, nous ne résoudrons pas le problème de la dette, mais que nous perpétuerons ce cercle vicieux français, qui est celui de l'augmentation perpétuelle de la fiscalité et des charges, celui du manque de formation, et donc d'un système dans lequel les salariés au chômage ne trouvent pas d'emploi parce qu'ils ne sont pas formés. Les entreprises essayent de limiter le nombre de salariés parce que le travail coûte très cher et que par conséquent, plus vous augmentez la fiscalité, d'une certaine façon, à terme, plus vous augmentez le chômage et le manque de compétitivité de nos entreprises. Il suffit d'aller dans une grande surface pour comprendre, quand on voit que la majeure partie des produits importés sont soit d'Asie, soit d'Allemagne. Par exemple, il est quand même paradoxal que la papeterie soit importée d'Allemagne en Europe, comme si des entreprises françaises ne pouvaient pas le produire, mais elles ne le peuvent pas parce qu'elles n'ont pas la compétitivité nécessaire. Et cela, vous ne l'envisagez absolument pas. Vous avez toujours cette politique classique des partis traditionnels qui consiste à subventionner chaque fois qu'il y a un problème et non pas d'essayer de réfléchir sur des stratégies à long terme et de véritables réformes. C'est ce que nous voulions vous dire. 390 000 € pour la brasserie La Cibule, les établissements Bonin, eh bien c'est tout à fait symbolique d'une politique complètement archaïque. Nous avons proposé, nous, qu'on revienne à quelque chose de plus sain, qui consisterait tout simplement à garantir des emprunts, éventuellement avec l'intervention d'une société de cautionnement privée, ou alors à prêter de l'argent, mais en aucun cas subventionner à perte. Et nous craignons malheureusement que votre plan emploi, comme des dizaines de plans emploi mis en place tant par la droite que par la gauche ces dernières décennies, n'obtiennent que le même résultat, l'augmentation de la fiscalité, l'augmentation de la part des prélèvements publics dans l'économie. Vous savez qu'en France actuellement nous sommes toutes charges et impôts confondus aux environs de 60%. Nous avons un record mondial et je crains que ce que vous venez de nous proposer ne fasse qu'accentuer cette tendance. Alors, je ne dis pas que tout est négatif dans ce que vous avez proposé, qu'il n'y a pas des simplifications nécessaires que vous mettez en œuvre. Nous souhaitons être constructifs, donc nous approuverons certaines de ces mesures, mais nous tenons à vous signaler, à vous alerter sur cette tendance socialisante que vous perpétuez, socialisante et étatiste. Je vous remercie. Christophe Clergeau. Merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord émettre une protestation solennelle suite aux propos de M. Dejoie concernant la promotion du muscadet, puisque ce ne sont pas que les élus du vignoble qui assurent la promotion du muscadet, mais bien tous les chevaliers Brédevin et dames de la Duchesse qui sont nombreux dans cet hémicycle. Donc ne vous inquiétez pas, nous sommes à vos côtés. Ensuite, je voudrais dire au Front National que, heureusement qu'il n'y a pas que les groupes de gauche ici qui ont voté pour Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen.
Et quand on entend les propos climato-sceptiques de M. Gauchmann, on ne peut que se réjouir que Mme Le Pen ne soit pas présidente de la République. À gauche, il y a eu une clarification politique, y compris dans cette Assemblée, avec la création d'un groupe spécifique. J'ai vu qu'au Conseil général de la Mayenne, il y avait eu une clarification. Je pense que dans les semaines ou les mois qui viennent, il y aura une clarification aussi au sein de la majorité régionale. Et on saura ceux qui sont en marche et ceux qui sont dans l'opposition au gouvernement, ce qui ne les empêchera pas de travailler ensemble dans la majorité. Moi, j'aspire de mes voeux cette clarification politique pour que le débat devant les citoyens soit assumé, sain, et qu'on puisse, dans l'ancien comme dans le nouveau monde, faire de la politique dans la transparence.